Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Éco organisée ici au siège de la Dépêche du Midi. Merci de nous avoir rejoints à distance, vous qui vous êtes connectés. Alors aujourd'hui, on va parler de la banque, de la relation de la banque et de ses clients. Alors pourquoi ce sujet? Parce que c'est quand même un sujet d'actualité. Depuis quelques mois, on parle beaucoup de banques à travers les taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté, avec des crédits immobiliers qui sont devenus parfois plus compliqués. Alors, est-ce que la relation bancaire a souffert de la hausse des taux et parfois des refus d'octroi de crédit? On en parlera et plus largement de la relation qu'entretiennent les clients avec leur banque et surtout avec la banque de demain. À quoi elle va ressembler? Une banque de plus en plus digitale. On utilise tous nos smartphones pour se connecter, pour faire des virements, pour faire des placements. Et la nouvelle génération, la génération X, Y, Z et les millennials, eux, poussent de moins en moins souvent la porte des agences bancaires. Donc, on va se poser la question, quelle relation avec les banques nous allons entretenir dans les années à venir? Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Bardinet. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gilles. Vous êtes la directrice régionale Occitanie de la Banque de France. Donc, la Banque de France, vous êtes le superviseur de la place bancaire. Donc, vous n'êtes pas le patron des banquiers, mais vous regardez comment la profession bancaire s'exerce dans la région Occitanie. Et Marc Voujani, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Crédit Mutuel Midi-Atlantique, un important réseau. Vous nous dresserez rapidement le portrait de votre banque. Et on a à distance avec nous Tiffaine Legorju. Bonjour et bienvenue. Vous êtes la directrice Bonjour. de l'expertise relations clients chez Kantar Insights. Alors Kantar, vous êtes très connu pour mener beaucoup d'enquêtes de consommateurs, des études d'opinion. Vous êtes une spécialiste de la relation client, donc on va se servir de votre expertise pour comprendre en quoi consiste la relation client de manière générale entre une entreprise et ses clients, ses consommateurs. Et puis on fera évidemment un zoom sur les relations que les banques entretiennent avec leurs clients, puisque vous menez chez Kantar une enquête depuis de nombreuses années, presque 20 ans je crois, pour suivre le baromètre de la relation client entre les différentes banques de la place française et leurs clients. Et cette présentation nous servira un peu de base pour lancer les débats ensuite. Donc voilà le panorama. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet chat pour ceux qui sont à distance et nous les récupérerons en fin de table ronde et nous tenterons de répondre aux questions qui nous auront été envoyées. Alors peut-être Tiffaine, je vais vous laisser la main. Chez Kantar, vous êtes la spécialiste de la relation client. On va s'attacher à mieux comprendre comment un client est satisfait ou pas, parce que c'est ça la grande question du jour. Est-ce que les Français sont satisfaits de leur banque? Et on va essayer de voir si en fin d'émission, on peut y répondre. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tiffaine Legorju. Je suis responsable de l'expertise expérience client chez Kantar Insight France. Et effectivement, depuis plus de 20 ans maintenant, nous menons en partenariat avec Bearing Point le podium de la relation client qui va nous permettre aujourd'hui de vous partager l'état de l'expérience client dans le secteur bancaire en 2024. Alors tout d'abord, je vous propose sur la page suivante de rentrer par quelques points méthodologiques parce que quand même, je suis représentante d'un institut d'études et les méthodologies nous sont chères, mais je vais rapidement vous présenter le modèle de référence qui est celui du podium de la relation client. Alors, il s'agit d'un baromètre annuel que nous réalisons depuis plus de 20 ans maintenant, à partir d'un échantillon robuste, représentatif de 4000 Français par secteur, nous permettant d'investiguer l'état de la relation client pour 217 entreprises et administrations. Les interviews sont réalisées en ligne sur le panel propriétaire de Kantar et nous couvrons 10 secteurs d'activité, dont bien sûr le secteur d'activité banque, qui est celui qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Rapidement sur ce podium, c'est un podium qui a vraiment pour vocation et pour positionnement d'être transparent, c'est-à-dire que nous partageons les résultats de ce podium de la relation client avec nos clients, indépendant parce que l'on ne souscrit pas au podium de la relation client. Donc tous les résultats que je vais vous présenter sont totalement indépendants et neutres et nous interrogeons la voix du client.
Alors ce modèle du podium de la relation client repose sur, 3 piliers clés et c'est sur cela que nous interrogeons les clients des entreprises ayant eu une interaction récente, avec elles. Donc, premier pilier que nous investiguons, le pilier de l'exécution. Il s'agit du pilier de l'efficacité opérationnelle, le faire vite, le faire bien. Est-ce que les entreprises offrent, une expérience multicanale qui soit cohérente, de la traçabilité dans les échanges qu'elles ont avec leurs clients? Est-ce que leurs outils digitaux sont satisfaisants, faciles d'usage? Est-ce que la relation est fluide? Est-ce que les réponses données sont adaptées? Ce premier pilier représente vraiment les fondements de la relation client. Et puis ensuite, nous analysons la performance, des entreprises d'un point de vue relationnel sur le pilier du lien. Le pilier du lien, c'est vraiment la capacité qu'ont les entreprises à entretenir, à nourrir le lien et la relation avec le client au travers de contenus clairs, au travers d'une posture et d'un positionnement qui soit proactif, pédagogue, avec une capacité de personnalisation de la relation et de co-création également avec ses clients pour être toujours dans une démarche d'amélioration continue. Et enfin, dernier pilier que nous investiguons sur ce sujet de la relation client, c'est celui de l'émotion. Et c'est vraiment ce pilier qui va permettre aux entreprises de se différencier en faisant état de l'ancienneté de la relation, en ayant une capacité à reconnaître, la fidélité des clients, en créant des effets de surprise, des expériences qui soient particulièrement différenciantes et mémorables, en ayant également une capacité à être dans une posture responsable et enfin avoir des collaborateurs qui soient autonomes, en mesure de faire des pas de côté pour toujours mieux servir les clients. Donc de ces 15 critères qui vous sont présentés ici, nous éditons l'indice du podium de la relation client qui va nous permettre de benchmarker, de comparer les entreprises entre elles et aussi de faire un état sur le secteur bancaire. Et alors, Au Tiffaine, classement général. j'ai peut-être une question. J'imagine, comme ça fait 20 ans que vous menez cette étude, vos critères ont dû évoluer parce qu'il y a 20 ans, on n'avait pas tous des smartphones dans nos poches pour commander des produits, faire Exactement. des virements sur les sites de notre banque. Exactement. Alors ces critères ont évolué bien sûr, au fil des années. On a un comité d'experts, en expérience client qui étudie régulièrement, ces critères, donc on les remet à jour aussi en échangeant avec nos clients. On travaille aussi à des analyses statistiques, hein, qui nous permettent de dire, finalement aujourd'hui ces critères sont liés les uns aux autres, donc on va peut-être pouvoir se concentrer sur l'un et plutôt sur l'autre. Et puis aussi, on a un niveau de jeu qui s'élève, j'ai envie de dire, en termes d'expérience client, sur le marché français, hein. Donc petit à petit, on a aussi vu des critères passer de ce que l'on appelle de ce pilier, opérationnel, exécution, au pilier lien et vice versa, au pilier lien vers le pilier exécution. Donc on a, effectivement fait évoluer ces critères au fil du temps. Très bien. Alors, poursuivons. Oui, alors sans plus attendre, mais ça a été diffusé dans la presse, fin février. Le podium aujourd'hui, donc les meilleurs de la relation client, tous secteurs confondus, hein, sont Nespresso, qui a été 8 fois sur le podium général, la Maïf, hein, qui est particulièrement, exemplaire sur ces sujets de l'expérience client, avec une vraie volonté de constance et de régularité et surtout d'adéquation entre la promesse de sa marque et l'expérience qu'elle délivre, une vraie volonté d'être dans une posture: «Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis». Ce qui est clé aujourd'hui en expérience client, c'est vraiment cette constance et grâce à ça, la Maïf a été, 20 années de suite, présente sur ce podium général et puis, de 3e position en 2024, Toyota cette année. Alors quand on regarde les lauréats par secteur, donc on va retrouver les 10 secteurs d'activité que je vous présentais en introduction. Nous retrouvons, sur l'assurance la Maïf comme je viens de l'annoncer et plus particulièrement sur l'univers qui nous intéresse aujourd'hui, donc la banque, le Crédit Mutuel qui 12 années a également, été lauréat, de sa catégorie. Donc vraiment, félicitations à l'ensemble des équipes, du Crédit Mutuel, car c'est vrai qu'il faut se le dire,
dire, l'expérience client est pour beaucoup portée par les collaborateurs et il y a, un lien très fort entre le bien-être des collaborateurs, et l'expérience client, qu'ils délivrent. Alors si on rentre plus particulièrement sur les résultats par secteur, donc sur la page suivante, comme vous allez pouvoir le voir, la banque est en troisième position sur tous les secteurs confondus en termes de relations clients, avec un indice du podium de la relation client, donc qui est l'agrégat, des 15 critères que je vous présentais en introduction. Il n'y a pas de boîte noire, c'est tout simplement une moyenne des différents critères présentés. La banque a 6,9, précédé par l'automobile et ensuite l'assurance. Donc historiquement, c'est vrai que la banque a toujours été dans le top 3 en termes, d'expérience client. Les banques ont très vite, compris que l'expérience client était vraiment, un facteur clé de compétitivité, un facteur de différenciation. Elles ont géré aussi rapidement, l'enjeu fort autour d'une expérience, omnicanale qui doit combiner effectivement le meilleur du digital, et du physique au service d'un parcours client qui soit fluide. Et puis avec des enjeux aujourd'hui, qui continuent d'être relevés, l'exploitation des données, de l'intelligence artificielle, l'innovation sociale et environnementale et on verra que, pour certaines, catégories de clients, ce dernier point est particulièrement discriminant. Alors dans le détail, comment se positionne la banque sur chacun des piliers présentés, précédemment? Eh bien, si je pars du bas de la pyramide, l'exécution, puisque comme je vous le disais, l'exécution est, le basique, l'essentiel à une bonne relation client. La banque est à une note de 7,3 sur 10, là où tout secteur confondu, on observe une performance moyenne de 6,9. Donc l'efficacité opérationnelle des banques est reconnue de leurs clients. Elles ont aussi, les banques, une forte capacité à créer du lien, puisque vous le voyez, ce critère reçoit une note de 7 sur 10, là où tout secteur confondu, on est à 6,7. Et enfin, d'un point de vue émotionnel, là, on voit encore de possibles améliorations pour le secteur bancaire, puisque vous voyez, on est à 6,4 sur 10 sur ce critère émotionnel, là où tout secteur confondu, on est à 6,3. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est le top 10, donc le top 10 des entreprises, de ce podium, donc celles qui excellent particulièrement, en expérience client. Eh bien, on voit que même si le secteur bancaire se positionne bien, il y a encore, des marges de progression, possibles. Et donc dans le détail, toujours, si je repars du critère de l'exécution, on voit en gris les résultats du secteur banque avec des résultats qui sont, tout à fait corrects, sur ce critère, opérationnel, sur l'ensemble des critères opérationnels. Après, il est vrai que, en comparaison, du top 10, on peut encore voir, une marge de progression sur la cohérence multicanal. Premier critère présenté en bas à gauche et donc effectivement, c'est induit sur, le customer effort qui est un indicateur qui évalue la simplicité Ah oui. relation. Sur le pilier du lien, là aussi on observe en gris les résultats, du secteur bancaire qui sont, tout à fait, honorables, surtout en regard de ce que l'on observe tous secteurs confondus. Mais il est intéressant de noter que sur le sujet de la personnalisation, donc le, 4e critère présenté sur la ligne lien, sur la page qui vous est présentée ici, on voit que le secteur, bancaire reçoit une note en moyenne de 6,6 sur cette capacité à personnaliser la relation. Globalement en phase avec ce que l'on a tous secteurs confondus et quand même bien en retrait par rapport, au top 10, des entreprises sur, le podium de la relation client. Et enfin, comme je le disais, en introduction, sur, le critère émotionnel, la banque est, au niveau, de l'ensemble des secteurs, investigués dans le podium, mais on voit que là, il peut y avoir encore, des progrès, sur ce critère émotionnel. Alors
des priorisations certainement à avoir en regard de ces résultats et de ce que l'on peut observer sur le top 10. Mais ce qu'il est intéressant de regarder, c'est page suivante, l'importance, le top 5 des attentes des clients sur le secteur banque. On a tout simplement établi, une analyse statistique de corrélation entre l'indice du podium de la relation client et les différents critères qui le composent. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que ce qui permet vraiment de faire avancer cet indice et d'améliorer, cet indice du podium de la relation client, ce sont les 5 critères qui vous sont présentés ici: l'effet de surprise, la personnalisation, la fidélisation, la co-création et enfin l'expérientiel. Et donc tous ces critères revêtent aujourd'hui du lien et de l'émotion. Donc c'est vraiment sur ces points, que, les clients aujourd'hui, évaluent le secteur bancaire, évaluent le secteur bancaire d'un point de vue relationnel. Et est-ce que, Est-ce que vous Tiphaine, avez des c'est oui, peut est-ce que c'est pas plus compliqué pour un banquier de créer de l'émotion par rapport à un distributeur de café comme Nespresso? Forcément, on peut jouer sur, un plaisir de déguster un café. Bon, la banque, c'est peut-être un peu plus compliqué de créer de l'émotion. Comment le secteur peut innover, dans ce domaine? alors vous avez raison dans un certain sens. Effectivement, il y a des secteurs et des univers sur lesquels le produit c'est intrinsèque au produit, hein, cette capacité à générer de l'émotion, hein. On peut aussi faire le parallèle avec l'automobile où effectivement, se procurer un véhicule, il y a beaucoup plus c'est des moments beaucoup plus émotionnels, que peut-être sa relation au quotidien avec la banque. En revanche, si je fais le parallèle avec le secteur de l'assurance, vous l'avez vu, est en première position, sur l'indice du podium de la relation client et ça, depuis toujours. Sur la banque, on est quand même sur une relation qui est, engagée avec ses clients. Donc déjà cette notion d'engagement, est un vrai, atout pour pouvoir créer de l'émotion, de la proximité et puis j'ai envie de dire, on a parfois aussi besoin, d'être en échange avec sa banque sur des situations qui peuvent être complexes, sur des moments forts, des moments de vie, qui eux sont aussi porteurs d'émotions. Un crédit immobilier, une situation compliquée qui fait qu'on a besoin d'obtenir un crédit à la consommation. Tous ces moments de vie clés, s'ils se passent bien, ce sont des moments que les clients n'oublient pas et qui sont vraiment, vecteurs et porteurs d'émotions, pour vos clients. Bon, on en parlera avec, Marc Vaujany sur la manière peut-être de créer de l'émotion, aux différents moments de leur Exact. relation avec ses clients. Alors dernier point, avant de rentrer sur, et les clients de demain, c'est-à-dire que pensent nos jeunes. Je voulais vous présenter cette dernière planche qui nous montre finalement, l'importance de la conformité de l'expérience délivrée à la promesse de la marque. Ce que l'on observe sur le secteur bancaire, c'est que 74 des clients ayant eu une interaction récente avec leur banque nous disent que l'expérience qu'ils vivent aujourd'hui avec leur banque est, conforme à leurs attentes, 74. Donc c'est un bon résultat, vous le voyez en phase avec, ce que l'on observe tous secteurs confondus. Donc c'est des clients qui ne sont pas déçus, ou qui pensent que le contrat de leur banque, est honoré. 79 sur le top 10 néanmoins et ce qui est intéressant à aller chercher pour toujours aller plus loin, c'est vraiment ce au-dessus de leurs attentes et on voit que pour 12 des banques, elles ont été capables, de créer des, moments clés, des expériences qui, aujourd'hui sont au-dessus des attentes des clients et c'est là où se trouvent les vrais promoteurs, les vrais ambassadeurs, des banques aujourd'hui, avec un véritable objectif qui est surtout d'aller réduire le, losange du bas à 14 qui est celui des clients qui sont déçus. Alors sur l'ensemble de ces critères, comment se positionnent, les clients, les plus jeunes aujourd'hui? Eh bien, sur la partie de gauche, je vous présente l'indice du podium de la relation client, tous secteurs confondus et comme vous pouvez le voir, on voit que tous secteurs confondus, les jeunes sont particulièrement exigeants
puisqu'ils ont un indice du podium de la relation client qui est à 6,4 et on voit une corrélation, presque parfaite avec l'âge, à l'inverse des clients plus âgés, 50 ans et plus, avec un indice qui est à 6,7, donc en meilleure position que ce que l'on observe auprès des jeunes. Eh bien, sur la partie de droite, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que, cet indice n'évolue pas de la même manière pour le secteur bancaire. A contrario, on a des clients jeunes qui sont particulièrement satisfaits de la relation qu'ils entretiennent aujourd'hui avec leur banque, avec un indice à 6,9. Et puis on voit, comme un désenchantement ou une distanciation se créer en tous les cas avec l'âge, avec des 30-49 ans qui montrent un indice un petit peu plus en retrait à 6,7 et puis on retrouve, cette notion d'attachement, d'enchantement et de satisfaction à l'égard de sa banque auprès des 50 ans et plus. C'est un peu comme un effet finalement lune de miel, auprès des jeunes où, quand on est en début de relation, peut-être qu'il y a aussi ce gain à l'autonomie. Enfin voilà, il y a ça se passe globalement bien, avec leur banque. Donc, en Mais quels fait, sont leurs critères? Tiphaine, on voit que les jeunes sont plutôt plus satisfaits que on va dire les 30-49 ans. Est-ce que ça peut s'expliquer par le fait qu'ils ont peut-être moins d'attentes, moins de besoins quand ils sont jeunes, ils demandent moins de crédit. En fait, ils utilisent les fonctionnalités de base que la Oui, banque leur sûrement, propose. sûrement qu'il y a forcément une simplicité, dans le parcours à cet âge-là qui fait qu'on est, probablement plus satisfait, peut-être plus dans une relation, transactionnelle, hein, assez basique avec sa banque, qui fait qu'on en est, plus satisfait. Mais quand même, ils ont des attentes, ces jeunes et c'est pour ç et des attentes qui sont différentes des autres. C'est pour ça que je voudrais passer sur la Ah page oui. d'après, parce que je vais en partie répondre à votre question, au travers de cette présentation, Gilles. Ce que l'on voit, c'est que quand on est sur le top 5 des attentes dans le secteur bancaire, on retrouve l'effet de surprise, la personnalisation, la fidélisation, la co-création et l'expérientiel, hein, que je vous présentais en introduction. Eh bien, quand on fait la même analyse sur les plus jeunes, ils attendent dans un premier temps que leur fidélisation ils anticipent que leur fidélité pardon, soit reconnue. C'est hyper important pour eux. Ils attendent de la banque qu'elle soit responsable. Il y a un enjeu vraiment, de responsabilité, d'innovation, sociale et responsable pour les banques pour séduire ces jeunes. Ils attendent aussi d'être face à des collaborateurs qui soient autonomes, qui puissent faire des pas de côté pour les aider plus rapidement et ce critère de la cohérence multicanale qui arrive là, qui est un critère de l'exécution, qui est faire en sorte que tout soit fluide d'un canal à un autre, que je puisse, passer du digital au physique, de l'application à mon espace client en toute fluidité pour pouvoir, être en maîtrise de la relation finalement, avec la banque. Donc il y a quand même une notion d'efficacité aussi qui est importante, pour eux et donc ça ne veut pas dire qu'ils n'attendent rien à leur âge, hem, bien au contraire, on le voit, hein, ils attendent d'autres choses, mais vous voyez, ils ont, un vrai besoin de réactivité, de rapidité et c'est ça qui transparaît derrière ce critère, avoir des collaborateurs autonomes pour m'aider et de cohérence multicanale, avoir des canaux qui fonctionnent bien et Hmm. qui interagissent correctement les uns avec les autres. Bon, très intéressant. Et du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur, on va dire, les principaux leviers pour avoir des clients satisfaits, tout secteur confondu en banque? D'après ce que vous disiez, c'est d'abord l'exécution. Il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit fluide et efficace. Alors l'exécution, attention, je voudrais pas qu'on retienne ça, parce que l'exécution, c'est un pilier qui est, relativement ingrat. Dans le sens et qui est très dur à tenir pour les entreprises, à tenir dans le temps et à tenir à l'échelle. L'exécution, c'est le faire vite, faire bien, faire en sorte que je délivre des réponses rapidement à mes clients, faire en sorte que les canaux, fonctionnent bien les uns avec les autres, faire en sorte que les parcours soient fluides. C'est vraiment le basique en termes de relation client. C'est ingrat pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à tenir, pour les entreprises à l'échelle, et en même temps, ce n'est pas ça qui crée de la différenciation,
aux yeux des clients. C'est pas ça qui va faire que je vais particulièrement adorer une entreprise, lui être fidèle, être attaché, et cetera. En revanche, ce pilier-là, s'il ne fonctionne pas, c'est tout de suite dommageable et c'est tout de suite, pénalisant pour l'entreprise parce que les clients vont être très critiques sur ça. Ce qui fait vraiment la différence en termes d'expérience client, c'est la capacité dans un premier temps, la capacité à créer de liens, ce deuxième pilier et ensuite, c'est ce côté émotionnel et cette capacité à surprendre son client, à reconnaître sa fidélité, à être responsable, à voilà et en fait, c'est comme à historiquement, pardon, on utilisait une image dans le podium de la relation client qui était très intéressante, qui était, celle de la fusée et vous voyez, vraiment la fusée, c'est pour décoller, il faut que j'ai mon exécution mon critère exécution qui fonctionne. Ensuite, je crée du lien, je suis sur le milieu de la fusée et vraiment, vraiment le haut et le graal, c'est cette capacité à générer de l'émotion. Donc le cœur du réacteur, c'est effectivement le pilier de l'exécution, mais ce qui va faire la différence, c'est cette capacité à créer du lien et à générer de l'émotion. Bon, ben, très bien. Merci beaucoup, Tiffaine. Vous restez avec nous parce que là, on a les bases Avec pour bien discuter et analyser, décortiquer la relation client. Alors, Christine Bardinet, peut-être une première réaction générale. Est-ce que ce podium vous surprend ou est-ce que, bon an, mal an, c'est ce à quoi vous vous attendiez un peu en tant que Banque de France? Alors, merci Gilles et merci Tiffaine. C'est plutôt très positif et donc je suis toujours très attentive. Vous savez, les partenaires, c'est à la fois effectivement des supervisés pour nous, mais c'est fondamentalement des partenaires. Le premier partenaire, vous en avez parlé tout au début, Gilles, qui est celui des taux d'intérêt. Sans les banques, en fait, la diffusion de la politique monétaire se fait pas. Donc, c'est vrai que les taux d'intérêt ont augmenté, mais parce que les banques centrales l'ont elles-mêmes augmenté. Ce que je voulais rappeler, c'est que l'effet de surprise dans une banque, il faut rappeler que c'est une profession réglementée. J'avoue que l'effet de surprise, on aimerait qu'il soit contenu. Contenu pourquoi? Parce que nous assurons aussi, pour le compte de votre système financier et de celui de nos citoyens européens, la stabilité financière. Donc, vous avez vu qu'il y en a certaines banques, à l'étranger notamment, qui ont eu cet effet de surprise. Ça ne s'est pas toujours très bien terminé. Donc, j'avoue qu'on est plutôt sur quelque chose qui soit maîtrisé. En revanche, là où je partage totalement, et vous avez raison sur votre conclusion, le degré d'exécution, même s'il ne faut pas garder ça, il est très important. Je reviens sur celui des jeunes. On a vu que c'était assez élevé. Il y a 2 points qu'il faut avoir en tête. Les jeunes, ils prennent souvent des banques en ligne. Donc, on n'appelle pas de néobanque. C'est une banque, pour nous, c'est une banque, c'est des canaux différents. La banque en ligne, effectivement, c'est celle qui a le plus haut degré de taux d'exécution. C'est facile, c'est rapide, il y a peu de contraintes administratives. Vous connaissez très bien N26 Revolut. D'ailleurs, leurs IBAN sont en Lituanie. Vous avez un ELI devant, donc ça intervient en lit de prestation de service. Donc ça, c'est important. Pourquoi aussi pour les 18-26, le taux de satisfaction est un petit peu plus élevé? Parce qu'ils sont encore un peu chez leurs parents. Et que souvent, ils ont aussi la banque de leurs parents. Il ne faut pas oublier cet aspect important. Donc, globalement, moi, je suis très contente, et on va partager ça avec mon voisin, bien sûr, de ce degré de satisfaction globale des banques, même si, à des moments, on peut être un peu moins satisfait. Ce qu'il faut quand même reconnaître aussi des banques, et depuis déjà plusieurs années, c'est leur capacité, vous en avez parlé un tout petit peu, à répondre à ce qu'on appelle la clientèle fragile. Voilà, parce que là, on voit ce qui se passe globalement bien, et tant mieux d'ailleurs, et on le souhaite pour tout le monde. Il y a quand même 2 petits points d'ancrage sur lesquels nous, on est très très vigilants, puisque vous savez que nous avons un observatoire de l'inclusion financière dont on assure d'ailleurs le co-secrétariat, et puis on assure aussi pour le compte de l'État les commissions de surendettement. Et donc là, on a quand même l'autre partie, je dirais. Le revers de la médaille, on va Alors, dire. L'autre face de la médaille. L'autre face de la médaille. Toutefois, il faut signaler qu'en banque, 99% de la population est bancarisée. C'est un très fort taux. Est-ce que c'est partagé en Europe, dans le monde? Non, on a le taux le plus élevé grâce à une procédure qui date maintenant depuis 40 ans, 1984, qui est le droit au compte. Alors, le droit au compte, on en a tous les ans. Attention, il y a toujours des demandes de droit au compte. Donc, le droit au compte, c'est quelle que soit ma situation, j'ai le droit d'avoir un compte bancaire. Exactement. Quelle que soit ma situation, nonobstant la fourniture de documents administratifs, la Banque de France a autorité pour désigner une banque, que ce soit un entrepreneur
entrepreneur individuel ou un particulier. Alors, pour donner quelques chiffres et une vision Occitanie, en Occitanie, globalement, par mois, on a 110 à 120 demandes de droit au compte. C'est en baisse, en revanche. Donc, ça montre qu'il y a un taux de bancarisation, grâce à vous, qui est bien réalisé. L'autre phénomène, c'est ce qu'on appelle les frais, enfin en tous les cas les contrats pour les clientèles fragiles avec des frais plafonnés. Vous savez, des rejets de chèques, etc. Ça marche très bien. Donc en France, c'est quand même 800 000 personnes, près d'1 million, quasi, qui bénéficient de cette offre clientèle fragile. On y est très attentif. D'ailleurs, on a eu un observatoire hier avec le gouverneur sur ces sujets-là. Et en Occitanie, c'est près de 200 000 personnes qui sont aussi sur ces offres-là. Donc c'est très important. Et là, les banques ont fait un effort, je dois le dire en tant que superviseur. Elles ont joué le jeu, même s'il y a des petites, encore une fois, à la marge, des petits sujets, mais elles ont joué le de l'offre bancaire. Et le dernier point, vous l'avez dit quand vous avez parlé des crédits, notamment des crédits à la consommation. On gère les commissions de surendettement. Alors là, je dois dire que les situations de surendettement augmentent un peu. Ça repart à la hausse. Oui, ça repart à la hausse, et particulièrement dans notre région. Pour information, la moyenne nationale d'augmentation, c'est 7,5 en 2023. L'Occitanie était à 10 et sur les 2-3 premiers mois, l'Occitanie est plutôt à plus 20. Alors, ce n'est pas que des problèmes bancaires, loin de là d'ailleurs. Il y a le renchérissement de la vie, exactement. Il y a souvent des accidents de la vie, en fait. C'est souvent des accidents de la vie, c'est-à-dire santé, problématiques de chômage, problématiques familiales. Une petite remontée des crédits à la conso, quand même, dans les dossiers de surendettement, et plutôt une maîtrise des dossiers avec de l'immobilier. C'est assez faible. Et on pourra en reparler. Ça a été une des grandes vous savez, avancées et aussi débats de ce qu'on appelle le Haut Comité de stabilité financière, qui a donné cette fameuse taux d'effort sur les crédits immobiliers dont on a beaucoup parlé. Mais je crois que c'était aussi une bonne chose, puisque ça permet à nos concitoyens de ne pas se surendetter et d'atterrir dans les commissions de surendettement. Donc oui, je suis très satisfaite, et bravo à nos partenaires supervisés bancaires. Je crois que c'est des efforts qu'on fait aussi mutuellement. On se rend compte souvent, que ce soit dans des comités, que ce soit la Fédération bancaire française en région et en national, bien sûr autour de notre autorité de contrôle prudentiel. Je rappelle juste que les banques françaises, c'est à peu près 35% des banques européennes. C'est-à-dire qu'on a les 5-6 plus gros groupes bancaires en Europe. Quand vous regardez nos autres pays voisins, c'est 1 à 2 banques par pays. Donc on est vraiment des géants quelque part européens. Alors, on n'est pas des géants internationaux, pas encore, ou pas suffisamment. Pourquoi ? Parce que le système bancaire français est quand même globalement consolidé. Et peut-être en dernier point, et ça peut rassurer notre clientèle, et je le vois sur les clientèles un peu plus âgées, il est robuste et résilient. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a connu, si vous regardez, vous m'aviez interrogé Gilles l'année dernière à la même époque, il y a 2 banques américaines qui faisaient faillite. Souvenez-vous, on avait une crainte que ça se diffuse comme on a eu dans les années 2008. En fait, le système européen est vraiment très stable. On a eu quelques craintes en Allemagne. Bon, alors il y a une banque suisse en revanche qui, elle, a failli. C'est pas le cas des banques françaises et c'est pas le cas des banques européennes, parce que elles sont aussi très robustes, résilientes, et elles ont un modèle d'affaires dit équilibré, avec la clientèle particulière dont on parle là, de la clientèle entreprise et autres. Donc voilà, plutôt très positif. Bon, merci pour cette première réaction. Alors Marc Vaujany, vous êtes le directeur général du Crédit Mutuel Midi-Atlantique. Je donne rapidement des chiffres. 400 000 clients, 120 points de vente, sur une zone qui couvre quel territoire géographique ? Alors, nous sommes présents sur 10 départements, essentiellement Occitanie, et puis la partie sud de l'Aquitaine. Alors, la relation client, quand on préparait ce rendez-vous, vous me disiez, moi, je suis en train de la vivre en direct, puisque vous êtes une banque mutualiste. Ça veut dire que vous avez des sociétaires qui détiennent la banque et qui organisent des assemblées générales par caisse locale. Et donc, vous les rencontrez actuellement, puisque c'est la période des assemblées générales. Et alors, du coup, quand ils ne sont pas contents ou quand ils sont contents, ils vous le disent en direct. Ils sont plutôt contents, heureusement pour nous, parce qu'on organise donc 115 assemblées générales entre les mois de mars et avril. Alors ça vaut, je rebondis sur ce que disait Tiffaine, nos assemblées générales, c'est un sondage en live. Finalement, on invite nos clients sociétaires, ils sont dans la salle, en toute transparence, on leur présente les résultats de leur caisse, puisque c'est une banque qui appartient à ses clients. Et donc, on a un engagement de transparence avec eux. Et dans les débats qui suivent nos assemblées générales,
on s'aperçoit, on mesure en direct ce que Tiffaine a dit, c'est-à-dire ce niveau de satisfaction qui est probablement beaucoup plus élevé que celui qu'on attend. Le banquier, comme l'assureur, et nous on est à la fois banquier et assureur en plus, on ne draine pas toujours une image extrêmement positive parce qu'on a toujours dans un repas de famille un membre de la famille qui s'est vu refuser un crédit ou qui a une difficulté avec une banque ou avec un assureur. Mais globalement, très très majoritairement, les Français apprécient leur banque. Ils ont aussi un bon niveau de confiance dans la solidité du système bancaire français, ce qui est important. Pour leur épargne, ouais, pour leur épargne, et puis même pour la politique de crédit, ce qu'expliquait très bien ma voisine à l'instant. Et donc cette image, elle est bien meilleure, et je suis très heureux de la voir dans le sondage. Alors c'est vrai que Tiffaine l'a dit, nous avons la chance d'avoir eu cette récompense pour la 12e fois. 12 ans. Quand vous gagnez une course pour la 12e fois, il est clair que ça ne tient pas du hasard. C'est pour nous la reconnaissance de la pertinence d'un modèle. On le verra tout à l'heure sur les sujets d'attente et de comportement de nos clients. Pour l'essentiel, nos clients ont besoin d'avoir un conseiller dédié. Ils ont besoin de cette relation personnalisée. Et c'est le modèle du fonctionnement de nos caisses au Crédit Mutuel, ce qui explique ce niveau de récompense. Donc on est très heureux de l'avoir. Mais au-delà du Crédit Mutuel, c'est aussi le travail, la récompense du travail de l'ensemble de la profession bancaire. Ici, le CFPB est présidé par Christophe Lepape, le président de la Caisse d'épargne. Le centre de formation à la profession bancaire. Exactement. Enfin, pas que le CFPB, la Fédération française des banques aussi. Et donc, il y a un gros travail qui est fait sur le terrain pour expliquer nos métiers, pour valoriser la profession bancaire. Et c'est aussi tout ce travail qui Et alors justement, ça me fait rebondir, Christine, on parle d'accompagner, de former les banquiers, mais il faut aussi former les clients. Et c'est achevé la semaine dernière, la semaine de l'éducation financière, qui a été, enfin vous êtes beaucoup investi à la Banque de France, partout en France et notamment en Occitanie. Alors vous avez monté des opérations pour essayer de donner les bases du fonctionnement d'un budget à un ménage, à des jeunes, à des moins jeunes. Et oui, alors merci beaucoup de rebondir. Donc c'était la semaine de l'éducation financière. Alors c'est un événement international qui s'appelle Global Financial Week. Alors la Banque de France est depuis 2016 en fait l'opérateur national d'éducation financière du public. Qu'est-ce que ça veut dire que ce terme ? Ça veut dire qu'elle coordonne et elle anime des sessions, et on va voir auprès de qui effectivement, d'éducation financière du public. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une enquête de l'OCDE qui est faite chaque année sur le niveau de connaissances économiques, financières et budgétaires des Français. Et j'avoue qu'il y a encore 10 ans, on était quand même particulièrement mauvais, je dois vous le dire. Par rapport aux nouveaux européens notamment ? Voilà, par rapport aux pays de l'OCDE. D'accord. Alors c'est vrai que dans les pays de l'OCDE, vous avez des pays notamment asiatiques ou Singapour, ils sont très très élevés. Nous, on était quand même dans la moyenne basse, c'est-à-dire qu'on était en dessous de la moyenne. On s'est dit, bon, il faut faire quand même quelque chose. Et il y a eu des expériences et des expérimentations de la Fédération bancaire française, l'Institut d'épargne publique. Enfin, il y a eu beaucoup d'événements et la Direction générale du Trésor nous a confié cette mission. Elle consiste en quoi ? Elle consiste en 5 piliers principaux qui visent vraiment à donner les notions d'éducation financière et budgétaire, premièrement, aux enfants. Alors aux enfants au sens large, c'est-à-dire plutôt collégiens, lycées et au-delà, aux enseignants, parce que nous, on n'a pas la capacité de frappe, et on verra, d'aller partout dans les collèges, lycées, aux intervenants sociaux, qui sont ceux qui accompagnent précisément les personnes en fragilité, aux entrepreneurs, parce que ça c'est important aussi, et aux jeunes adultes d'une manière générale. Et donc ça fonctionne très bien, à tel point qu'on a un partenariat avec l'Éducation nationale désormais. Et si vous avez des enfants qui sont au collège, qui ont au collège, vous savez, un certificat de prévention routière, eh bien nous avons fait la même chose. Et donc depuis cette année, l'ensemble des classes de 4e auront un passeport EducFi. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce passeport EducFi ? Il sera décerné par les professeurs, bien entendu. Pendant 1h30, vous aurez une sensibilisation un peu forte d'ailleurs sur des questions budgétaires, financières. Qu'est-ce que c'est qu'un crédit ? Qu'est-ce que c'est qu'une assurance ? Comment on rembourse un crédit ? Qu'est-ce que c'est qu'un intérêt simple, un intérêt capitalisé, l'endettement, etc. C'est aussi beaucoup de jeux. Alors nous sommes sur X, bien sûr, maintenant, sur YouTube, etc. On fait beaucoup de jeux. On fait des jeux pour le SNU,
puisque nous sommes rentrés Le dans service les national universel. Exactement, dans le service national universel. Donc, c'est 32 000 jeunes qui sont passés dans le module EducFi du SNU. Et en Occitanie, on a formé plus de 4 000 jeunes l'année dernière, 3 000 enseignants à EducFi, 500 entrepreneurs pour justement avoir ces capacités de mieux comprendre le sujet d'éducation financière et budgétaire, y compris dans la relation d'ailleurs avec sa banque et son assurance. Vraiment, c'est autoplat. Donc c'est très, très important, très intéressant. Et à ce titre, alors je ne dis pas qu'il n'y a que nous, mais la dernière enquête de l'OCDE marque des points d'augmentation de la culture financière de nos concitoyens français. Alors c'est par âge, mais notamment celles qui nous intéressent sont plutôt celles des jeunes, où on commence à avoir aussi une meilleure connaissance. On est aussi beaucoup sur la sensibilisation, alors c'est peut-être un peu loin de nos sujets, mais sur le Bitcoin, l'Ethereum, c'est-à-dire tout ce qui est cryptocurrency, enfin crypto-monnaie. Quand on vous offre du Bitcoin et qu'on vous dit que vous allez gagner beaucoup d'argent tout de suite, c'est pas non plus toujours très pertinent d'y aller parce que en fait c'est un actif et donc comme tout actif il est risqué. Il est risqué. Très bien. Oui, Marc. Juste pour rebondir sur ce que disait Christine, c'est une opération j'invite un banquier dans ma classe. C'est une opération qui est complémentaire, mais qui va dans ce sens-là. Le titre peut surprendre. Je pense qu'on a envie, quand on est jeune, d'inviter d'autres personnes qu'un banquier. On préfère les sportifs, les chanteurs, etc. Mais ça va tout à fait dans le sens des propos de Christine. Je crois que c'est important, très jeune, en particulier pour nous au Crédit Mutuel, très jeune, d'acculturer cette génération, de lui faire comprendre ce qu'est un budget. Et puis de l'écarter aussi, on peut parler en 30 secondes des sujets de sécurité et de fraude, de les avertir sur les risques éventuels qu'il peut y avoir dans tous ces systèmes, pas uniquement sur les bitcoins, mais sur les opérations courantes et des cas de fraude qui peuvent marquer leur arrivée dans les banques. Alors, Marc Vojani, est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de la hausse des taux d'intérêt qui ont pu générer quelques incompréhensions chez vos clients, enfin chez les clients des banques en général. Comment ça s'est passé au Crédit Mutuel? Parce qu'on a des taux qui sont passés de quasiment 0 à autour de 4 à un moment donné. Est-ce que, du coup, qui a rendu inéligible beaucoup de ménages à l'accès au crédit immobilier? Comment vous avez géré cette période qui était un peu particulière dans l'histoire d'une banque? Alors, ça va mieux qu'il y a un an quand vous m'aviez invité sur le sujet de l'inflation, puisqu'on était en plein dedans. Donc, petit rappel, on n'avait jamais connu un tel niveau d'inflation, enfin une telle accélération. Des augmentations de taux de la part de la BCE, ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. Enfin, je dirais qu'il y a eu un concours de circonstances avec beaucoup de S à circonstances qui ont généré cette hausse de taux sur nos grilles de crédit. Très clairement, nous avons moins distribué de crédit en 2023. Dans les phases vraiment difficiles de cette crise, on ne va pas parler du taux d'usure qui a été très bien géré par la Banque de France, mais à l'époque, ça faisait beaucoup parler et pas que dans les salons des banquiers. Tous ces sujets-là ont été régulés. Au pire du pic, dans la plupart des banques françaises l'année dernière, on était à moins 30, moins 35% de distribution de crédit immobilier en moins. Finalement, on a terminé l'année, en tout cas pour le Crédit Mutuel, à moins 20%. Je dirais que c'est quand même une performance qui montre qu'on a continué à financer. Contrairement à ce qu'on pouvait entendre, parce qu'on entendait les banquiers ne prêtent plus. Votre métier, c'est de prêter. Exactement. Après, pour nous amener sur des sujets avec un peu plus d'euphorie, c'est vrai que le démarrage de l'année est encore plus positif que la fin de l'exercice. Et les perspectives annoncées de baisse de taux de la part de la BCE. On voit aussi que sur les prix de l'immobilier, les sujets sont en train d'évoluer positivement, puisque en 2023, les propriétaires ont assez peu baissé les prix de vente. On voit que c'est plus tendu aujourd'hui. Donc, sur tous ces éléments-là, les feux sont plutôt ouverts et on prévoit, en tout cas pour notre part, un niveau une meilleure fluidité dans la distribution de crédit. Juste peut-être, Gilles, ajouter un sujet qui n'est pas forcément intuitif, qu'on avait beaucoup lu, c'est que la hausse des taux, notamment, exemptait du marché de l'immobilier les jeunes, les primo-accédants. Les primo-accédants. Et en fait, on vient de diffuser une étude donc, de nos économistes précisément sur la distribution du crédit immobilier. Il faut savoir que c'est quand même la tranche de primo-accédants qui reste la majoritaire dans la distribution et donc l'acceptation des dossiers. Donc c'est en gros 35 à 36% de primo-accédants. Et finalement, ça n'a pas évolué. Très peu.
à la marge. Donc vous avez les primo-accédants sont vraiment les premiers à bénéficier du crédit immobilier en France. Et puis après, vous avez, en fait, après, c'est du marché secondaire, c'est-à-dire que vous rachetez, vous vendez, etc. Mais on a beaucoup dit, attention, les normes, les taux ont vraiment dévié du marché de l'immobilier. Les primo-accédants, ce n'est pas vrai ni en volume ni en valeur. Donc je voulais juste le rappeler. Alors c'est vrai que les voyants sont plutôt un tout petit peu plus ouverts, donc on attendra le mois de juin sur la distribution du crédit et la baisse des taux. Alors Tiffaine, je rebondis sur le crédit immobilier parce que vous nous disiez tout à l'heure que dans les grands moments de la relation avec son banquier, notamment le premier achat ou le deuxième achat immobilier, en tout cas l'achat d'un bien immobilier, c'était un rendez-vous important. Il y avait une demande d'expertise assez forte, hein. Il fallait que le banquier soit capable de répondre aux situations, c'est souvent hétérogène, hein, tous les clients ne se ressemblent pas. Est-ce que c'est à ce moment clé que se construit la confiance et ensuite la fidélité et du coup, dans son ensemble, la satisfaction d'un client? J'aurais tendance à dire que c'est un des moments clés, mais que ça n'est pas le seul. Mais effectivement, c'est un moment clé. Et est-ce que, Marc, ces rendez-vous, est-ce que Mais Oui, allez-y, Tiffaine. non, 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 effectivement, après, c'est pas la vocation du podium de la relation client. Après, chaque, banque, mène ses propres investigations et ses propres dispositifs d'écoute client, hein. Historiquement, les banques se sont beaucoup dotées de dispositifs d'écoute client. C'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont 1 enfin, elles sont en très bonne position, en troisième position sur cet indice du podium de la relation client. Elles écoutent beaucoup leurs clients et elles mettent en place, des différentes études, hein, beaucoup plus personnalisées que celles du podium de la relation client. Et effectivement, dans chacun de ces, dispositifs d'écoute, l'immobilier est un moment qui est enfin le prêt immobilier est un moment qui est particulièrement suivi, hein. Ça fait notamment l'objet d'enquêtes post-interaction, mais on a quand même, d'autres moments qui sont importants, hein, la souscription, enfin il y a vraiment d'autres moments qui sont clés. Je Alors, pense que c'est vraiment l'intégralité. Marc, Après, le prêt immobilier, c'est un moment où peut arriver une rupture. voilà. Alors, Marc Vojanico, quel est votre regard sur le moment du crédit immobilier? Alors, le crédit immobilier, c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur ce sujet-là. Ce n'est pas non plus un achat du quotidien, hein, par définition. Et donc, la relation client dont parlait Tiffaine et le sujet d'aujourd'hui, il faut l'embrasser de façon beaucoup plus large. On est très clairement Mmh. attendu par nos clients sur des sujets qu'on appelle aujourd'hui de la proactivité. Il faut qu'on aille chercher nos clients. Tout simplement parce qu'ils viennent moins nous voir physiquement. Ça, c'est une constante dans l'ensemble des sondages et des études qu'on mène. Ils viennent combien de fois par an en agence physique à peu près? Vous avez aujourd'hui près de la moitié des clients qui ne viennent qu'une à 2 fois physiquement dans nos caisses et les agences. C'est une enquête nationale, hein, pas spécifiquement au Crédit Mutuel Midi-Atlantique. Et donc, si vos clients viennent moins vous voir, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de relation avec vous. C'est que la nature des relations a changé. Et donc, ils nous adressent beaucoup plus par mail. Ils utilisent nos canaux de distribution via notre système Internet. Bien sûr, il y a le téléphone, les rendez-vous vidéo. Et les rendez-vous physiques sont en train de glisser pratiquement en dernière position. Une exception, c'est lorsqu'il y a ces fameux événements de vie extrêmement importants, où là, j'ai besoin d'avoir une relation très directe avec mon conseiller. Et ça se fait souvent et encore en physique. Le crédit immobilier, le crédit consommation, des événements de vie qui peuvent être très positifs, un mariage, des sujets comme ça se prépare, et des sujets plus difficiles, mais qui font partie de notre métier, des sujets liés à l'inclusion, les difficultés de surendettement dont parlait ma voisine tout à l'heure. Donc voilà, tous ces sujets-là qui vont nécessiter un conseiller qui m'est dédié, qui me connaît, et ça, c'est extrêmement important. Et pour ne pas avoir à raconter son histoire pour la 20e fois. Voilà. Notamment. Et on attend de ce banquier-là, non pas qui nous appelle tous les jours, mais qui m'appelle dans les bons moments. Et ça, vous arrivez à le faire? Vos conseillers ont des voyants qui s'allument, disent tiens, il faut que j'appelle Monsieur Dupont, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. On les forme pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'un modèle avec des conseillers dédiés, ça veut dire qu'ils ont vraiment cette relation. Leur métier, c'est de connaître leurs clients. Une fois que je connais mon client, je sais lui proposer, je sais lui conseiller les produits et les financements qui lui correspondent. Et donc, c'est cette attente-là des clients, c'est
laissez-moi tranquille au quotidien. Vous avez une super vitrine Internet qui va me permettre d'exécuter beaucoup d'opérations qui nécessitaient, il y a encore 10 ans, de me déplacer dans vos agences. Aujourd'hui, c'est terminé. Je fais mes virements à 1h du matin si j'ai envie de les faire à 1h du matin. Je suis totalement autonome grâce à des outils qui sont performants. Et les banques ont été extrêmement innovantes sur ces sujets-là. Il faut aussi qu'on le reconnaisse. Je fais une petite parenthèse sur l'innovation. Le paiement sans contact, c'est une vraie révolution. Aujourd'hui, c'est totalement rentré dans les mœurs. C'est un produit qui est totalement nouveau et qui facilite la vie des Français. Les banquiers ont été très à la pointe sur ce type de sujet-là. Donc, on développe des nouvelles technologies. Pour autant, nos clients nous attendent sur des sujets précis. Et donc, je connais mon client, je vais m'adresser à lui dans les bons moments. Et surtout, j'ai des compétences, à la fois en financement et en placement, parce que les deux sujets sont importants, pour avoir le meilleur conseil. Et pour ne pas décevoir, du coup. Et pour ne pas décevoir, ne jamais décevoir. C'est pour ça que dans ces récompenses dont parlait Tiffaine tout à l'heure, ce qui est important, ce n'est pas l'objet en soi, ce n'est pas d'être premier, mais je pense que c'est la récurrence dans la performance. Quand vous l'avez, encore une fois, depuis 12 fois, ça signifie que votre modèle est pertinent. Et donc, on peut continuer dans ce modèle-là. C'est pour ça que nos clients attendent un réseau physique d'agence ou de caisse, ça reste vrai, et une relation aussi digitale. C'est un mot affreux, mais c'est le figital. C'est une nouvelle relation que nous entretenons avec nos clients. Alors Christine Bardinet, Marc vient d'évoquer le paiement sans contact, qui est une nouveauté. Est-ce que vous devez faire face aussi, vous gérez la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets, et on voit que les Français utilisent de moins en moins d'argent liquide, moins de cash. Du coup, il y a des distributeurs de billets que les banques sont amenées à retirer, à fermer, et ça peut poser un problème, notamment dans les zones rurales, d'accès aux liquidités. Comment vous abordez ce sujet à la Banque de France? Alors, effectivement, c'est un sujet. Donc, c'est une de nos missions premières en fait. C'est la garantie de la sécurisation et de l'accessibilité de la monnaie fiduciaire et des autres moyens de paiement. Alors, deux sujets peut-être sur ce que vient de dire Marc. Donc, effectivement, on a besoin un peu de tout le monde et on a besoin aussi quand même de l'accès aux fiduciaires. Premièrement, en France, 50% des achats se font encore en cash. Ah oui. Oui. Alors, c'est des petits montants, c'est du volume. Mais ça se fait encore. Et le cash, qu'on dit, résiste. Alors, il baisse un tout petit peu. Il a beaucoup baissé, bien entendu, pendant la crise sanitaire. Mais il résiste un tout petit peu. Alors, en France, l'usage dit transactionnel, quand on dit des transactions, c'est vraiment le fait de payer, il est à peu près de 15% de l'ensemble des billets qu'on émet. Parce que, alors, en France, on a une petite particularité, c'est que, et c'est la même chose en Europe, tous les billets qu'on émet, nous, on émet toujours plus de billets. On imprime plus de billets, mais ils ne circulent pas. Donc je vous conseille d'aller voir sous les matelas de vos oncles, tantes, grand-mères, etc. Parce que, en gros, en France, c'est 25% qui est complètement thésaurisé, 25% qui est en dehors de la France, donc en Europe thésaurisé. Et puis, il y a de la demande de l'euro en dehors de nos frontières. Donc, nous, on n'a que 15% de nos billets qui circulent. Mais, néanmoins, vous avez raison, on doit assurer deux choses. Que, un, on a confiance à cette monnaie, qu'elle est de bonne qualité. Et deux, qu'on puisse y avoir accès. Donc aujourd'hui, c'est 46 000 DAB qui sont accessibles. Et la dernière enquête dit que, en gros, 99% de la population a un accès à un distributeur automatique de billets à moins de 15 minutes de chez lui en voiture. Alors 15 minutes, voiture, ça commence à faire loin. Et donc on a développé, grâce aux banques d'ailleurs, ce qu'on appelle le cash in shop. C'est la capacité que vous avez à aller chez des commerçants ou des bureaux de tabac avec des établissements partenaires pour récupérer du cash dans un bureau de tabac. Et donc là, soit vous avez, donc c'est avec, il faut vraiment qu'il y ait une banque derrière. En général, il y a des banques partenaires. Ils font office d'un distributeur automatique de billets. Vous savez aussi ce qu'on appelle le cashback. C'est-à-dire que je paye 50 € en cash un bien et je récupère 20. Je paye 50 € en carte et je récupère 20 en cash. Ça existe aussi. Et donc, on a, avec un maillage qui est les bureaux de tabac, les commerçants, etc., quand même une accessibilité. Je crois que c'est, si on regarde bien, c'est globalement, en moyenne, c'est moins de 9 minutes, d'accès. Alors, on y est très, très attaché.
à cet accès aux fiduciaires, notamment dans des cas d'inflation. C'est que quand il y a de l'inflation, c'est assez mathématique. L'augmentation des billets augmente. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce fameux sujet de maîtrise du budget par des enveloppes. Vous avez sûrement dû voir ce mécanisme, ça s'appelle du stuffing en anglais, qui consiste à mettre des enveloppes avec des billets sur ça c'est le budget alimentation, ça c'est le budget vêtements, etc. Et donc vous êtes sûr de maîtriser la totalité des dépenses de votre budget. C'est essentiellement pour les publics fragiles, même s'il y a bien sûr les offres. C'est vrai que quand on regarde, nous, les publics qu'on suit, notamment quand ils sont dans des plans conventionnels de surendettement, ils vident leur compte après les versements, des allocations familiales, etc., pour ces sujets-là. Ah oui. Donc, il y a quand même encore le cash résiste. Alors, il faut savoir qu'en Europe, on est quand même celui qui en utilise le moins. C'est avec nos partenaires principaux qui sont l'Allemagne. Donc, en France, vous n'avez pas le droit de payer un bien ou un service au-delà de 1 000 € en cash. Bon, en Allemagne, il n'y a pas de limite. Voilà, pour vous donner une idée. Bon, forcément, ça favorise le cash. Alors peut-être avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais qu'on aborde, Tiffaine, vous avez évoqué les valeurs pour la jeune génération qui étaient importantes dans leurs attentes. Peut-être j'aimerais évoquer à ce sujet-là, Marc, le dividende sociétal qui était mis en place au Crédit Mutuel, parce que quand c'est sorti, c'est fin d'année dernière, je crois, c'était en 2023. C'est un petit peu bousculé tout le monde. Ils ont dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer et pour vous, ça a été un moyen de reparler peut-être à la jeune clientèle. Alors, ce n'était pas l'objectif, c'était la conséquence marketing, mais inattendue ça peut être peut-être. Une des conséquences, vous avez raison Gilles, une conséquence plutôt heureuse, c'est globalement de changer l'image du banquier. Donc le Crédit Mutuel a été la première banque avec un statut d'entreprise à mission, donc c'était une première étape. Et en 2023, donc c'était l'année dernière, on a décidé d'affecter une partie des résultats de notre groupe, à hauteur d'à peu près 500 millions d'euros, sur des piliers sociétaux inclusifs pour améliorer la société et la rendre plus durable. Alors pour un banquier, ça peut paraître surprenant d'avoir cette vocation, mais c'est aussi pour ça qu'on est mutualiste et banquier. On a les deux casquettes. Et je vais prendre juste quelques exemples, mais c'est par ce biais-là, par ce dividende sociétal, qu'on a pu apporter notre aide à des associations comme les Restaurants du Cœur, en tout cas beaucoup de démarches positives sur des sujets d'alimentation. Et puis, ça nous a permis de développer, ce qui est un peu plus dans le sujet d'aujourd'hui, des offres tarifaires extrêmement attractives. On va commencer par un sujet plutôt plaisant qui a été une des premières opérations. C'est un crédit à taux zéro pour financer des vélos. Des pour vélos ceux qui aiment faire du vélo. Pour les mobilités douces. Exactement. Ouais. Plus récemment, c'est un crédit d'installation de 2% pour les agriculteurs, et on sait que ça correspond à de vrais besoins. C'est une tarification à zéro pour le monde associatif. Tous ces sujets-là proviennent pour nous du dividende sociétal. Et puis, on a eu aussi des actions, l'acquisition d'une forêt, par exemple, donc des grande actions, forêt, très grande forêt dans l'est de la France. Et donc, toutes ces actions-là ont certainement contribué à changer notre image dans l'esprit des jeunes dont on parlait tout à l'heure, qui sont, je le pense, enfin nous le pensons tous, beaucoup plus attentifs au comportement d'une entreprise. Et donc, nous avons été les premiers à élaborer des notes, non pas d'exclusion, mais de frein vis-à-vis du financement de certaines industries ou polluantes pour la nature ou polluantes pour la santé publique. Et donc, ces différentes prises de position, plus le dividende sociétal, nous ont permis clairement d'avoir un visage nouveau dans l'esprit de ces jeunes. Et beaucoup de jeunes sont venus nous rejoindre comme clients pour justement nous dire vous êtes différents, au moins sur ce plan-là. Après, c'est pas l'essentiel du travail. Comme l'a dit Tiffaine, l'objectif, c'est aussi de bien travailler, de bien les accompagner. Si on veut les fidéliser, il ne faudra pas s'arrêter simplement à un changement d'image. Il faudra évidemment être performant au quotidien. Et ça, on va tâcher de l'être, bien sûr. C'est la fameuse exécution. Et Tiffaine, du coup, ces jeunes peuvent... Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot d'ambassadeur des marques. Est-ce qu'ils peuvent recommander, du coup, une marque, qu'elle soit bancaire ou autre, s'ils sont satisfaits et qui retrouvent leur valeur dans cette marque ?
Au même titre qu'effectivement tous les clients, les jeunes, peuvent être dans une position de promoteur et donc avoir cette propension à recommander, les entreprises dont ils sont clients. On n'observe pas plus ni moins de frein à être dans cette posture de promotion à l'égard des entreprises dont les jeunes sont clients. Donc oui, effectivement, si un jeune est convaincu, il, au même titre qu'un moins jeune ou qu'un profil plus âgé, il sera à même de pouvoir devenir promoteur de la marque dont il est client. Mmh. Très bien. La recommandation, c'est important, Marc Vaujany, Ah, c'est essentiel, c'est beaucoup plus important que d'une grille de taux. C'est Ah oui. évident que c'est ce qui draine le plus de nouveaux clients dans les banques, en tout cas au Crédit Mutuel Midi-Atlantique. Clairement, un client satisfait a tendance à valoriser sa relation avec sa banque et va vous présenter, va proposer à son environnement de famille ou d'amis d'aller rencontrer son banquier préféré. Et donc, c'est le meilleur système marketing à ma connaissance. C'est celui-ci qui est quand même basé sur la qualité de la relation. Sur les jeunes, et ce que disait Tiffaine, la première question des jeunes quand ils rentrent chez nous, c'est: quelle est votre application? Est-ce que vous avez une application qui fonctionne? Est-ce qu'elle est ergonomique? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Une fois que vous répondez oui, que vous leur faites la démonstration, c'est gagné. Parce que le comportement des jeunes est évidemment très différent. Eux, on ne les voit pas physiquement dans nos les caisses. agences. Ça ne les intéresse pas. Ce qui va les intéresser, c'est de pouvoir traiter les opérations avec leur téléphone. Comme dans tout business, il faut que les banques écoutent le marché. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on va souhaiter imposer à nos clients, c'est plutôt d'écouter le comportement de nos clients et de nous adapter. Et clairement, sur le marché des jeunes, si vous avez un bon système Internet, si vous avez une bonne application, c'est presque gagné. Oui, c'est gagné. Mais même pour les moins jeunes, ça marche. Oui, et même, ça facilite la vie de beaucoup de gens. Alors, on a reçu plusieurs questions par mail hier, enfin, je les ai relevées hier soir. Alors, peut-être la première, ça va être pour vous, Christine. Alors, c'est de plus ou moins proche de nos sujets du jour. Mon banquier a refusé un crédit immobilier à la personne car le taux d'effort était trop important. J'ai entendu parler d'une procédure de deuxième chance pour un réexamen. De quoi s'agit-il ? Alors, effectivement, donc c'est les fameuses normes dites du Haut Comité de stabilité financière avec des taux d'effort sur des années, 35% du revenu. Et dans ces normes-là, alors je rappelle, ces normes-là, elles ont été édictées en 2021. En 2022, quand on les a mis en place, on n'a jamais eu autant de crédits immobiliers distribués. Donc c'est vrai qu'avec la remontée des taux, on a mis un petit peu en cause ces normes jusqu'à récemment où, en fait, avec ces taux d'effort qui sont appliqués aux banques, les banques ont ce qu'on appelle une norme, une enveloppe de souplesse. Et cette enveloppe de souplesse, elle est de 20% sur les taux. C'est des dossiers un peu dérogatoires alors. Exactement. Alors, on dit à la banque, vous êtes en capacité, parce que les pauvres banques, elles sont contrôlées par nous. Donc, on regarde qu'elles appliquent quand même bien ces contraintes du HCSF. Et cette enveloppe n'avait pas été consommée. On n'est pas forcément consommé dans sa totalité. Et donc, on a redit récemment, enfin il y a 2 mois, avec le gouverneur, écoutez, il faut que des dossiers qui normalement devraient passer aient cette seconde chance. Donc, si vous n'êtes pas très loin des seuils, il y a effectivement un réexamen qui a été accepté ou en tous les cas validé par la Fédération bancaire française et par l'ensemble des établissements de crédit qui réévalue votre dossier. Si vous êtes très loin des seuils, non, ça ne marchera pas. C'est automatique ou le client doit le demander? Normalement, ça devrait être plutôt automatique. Plutôt automatique, hein. D'accord. Alors, la deuxième, elle est plutôt pour vous, Marc. Ma banque me facture désormais des frais de tenue de compte de 12 € par an. Alors, je ne sais pas s'il est au Crédit Mutuel. Est-ce que c'est légal, sachant que je ne bénéficie pas d'un nouveau service? Avant, la tenue de compte ne m'était pas facturée. Alors, il devait être dans un étabbissement que je ne connais pas. Il n'est pas chez vous. Alors, nous on n'est pas cher, j'en profite pour le préciser, mais je ne connais pas ou je ne devine pas de confrères qui procèdent gratuitement. Et donc, quand on parle de frais de tenue de compte, c'est en fait tout simplement la rétribution de tous les services apportés par les banques.
sans aucun esprit de polémique, ce qui peut surprendre par moment dans ces sujets-là, je ne m'adresse pas Et ce qui a été, c'est qu'avant c'était gratuit, et maintenant c'est devenu payant. Alors oui, c'est pour ça que je visiblement, dis c'est bizarre, c'était bizarrement gratuit. En tout cas, chez Ah, nous, ça ouais. n'a jamais été gratuit, et donc ça ne peut pas être une de nos clientes. Mais plus généralement, ce qui peut surprendre, c'est ce décalage entre le prix que je vais accepter de payer pour la souscription d'un abonnement téléphonique ou Ah oui. pour regarder la télévision et ce frein que je vais avoir lorsqu'il s'agit de régler quelquefois annuellement des frais de tenue de compte. Le montant cité n'est pas non plus quelque chose de totalement astronomique pour un service qui est quand même important, que rappelait aussi tout à l'heure Christine. Nous traitons la relation client, mais nous assurons aussi une partie de service. Et donc, on ne procède pas gratuitement. Nous ne sommes pas un service public dans les banques. Je pense que peut-être pour reprendre ce que disait Marc, il y a longtemps, il n'y avait pas de tenue de compte, il n'y avait pas de frais de tenue de compte, et on a considéré en France, alors on était quand même un ovni dans le paysage européen et mondial, on a considéré que les services bancaires étaient gratuits. Et notamment celui qui était le plus manifeste à l'époque, c'était le chèque, si vous vous souvenez. Ah, c'est vrai. Donc le chèque, c'était un moyen de paiement assez unique en France aussi quand même, je dois le dire, et il était gratuit. Alors en fait, ça a un coût énorme. C'est un coût pour les banques, c'est un coût oui. c'est un coût de traitement énorme. On a digitalisé à l'époque, c'était la numérisation de l'image chèque. J'ai fait ça dans une partie de ma carrière. Et petit à petit, on a commencé à faire payer le chèque. Et donc, on a eu les mêmes réactions en disant, en fait, c'était gratuit avant. En fait, c'était gratuit avant, mais c'était pas normal. C'est-à-dire que la collectivité finalement finançait ce moyen de paiement. Alors ce moyen de paiement, on est en train quand même petit à petit de commencer à l'exterminer, entre guillemets. Et je rappelle juste, 3% de volume de chèques, c'est 30% de la fraude. Donc quand on fait aussi l'éducation financière, y compris sur les adultes, le chèque, c'est le moyen de paiement le plus fraudé. Ouais. Donc soyez-en vigilants. Voilà. Mais ça participe de ça. Donc bon, c'est encore peut-être des anciennes pratiques. Et alors après, la dernière question, c'est plutôt la mienne. Il y a l'Union européenne qui a décidé d'instaurer des virements instantanés gratuitement. Est-ce que ça va se mettre en place à quelle échéance? Je ne sais pas si Marc ou Christine, vous savez les délais. Alors, c'est déjà des choses qui existent. Hein. Attention, c'est pas complètement nouveau. En fait, là c'est de dire on impose dans l'espace européen à titre gratuit. C'est à peu près l'équivalent des virements SEPA, en fait, sauf que c'est en instantané. Donc, toute l'infrastructure, elle est globalement là. Ensuite, il faut juste les systèmes, mais ils sont déjà branchés, entre guillemets, existent. Donc, je pense que c'est une discussion fondamentalement. En termes réglementaires, on n'a pas de frein spécifique. Donc, je pense que ça dépendra des établissements bancaires, hein, d'ailleurs. Bon. Oui, je confirme, il n'y a aucun frein sur ces sujets-là. Il y a d'autres réformes probablement en cours sur lesquelles on peut avoir des freins, mais celles-ci, en tout cas, ces dispositions-là ne poseront pas de difficulté. Encore une fois, c'est l'attente des clients qu'il faut servir. Ils veulent de la rapidité. Voilà. Donc, il faut s'adapter. Bon, mais très bien. Merci beaucoup, Tiffaine, de nous avoir éclairé avec cette grande étude. On a mieux compris les ressorts de la satisfaction client. Alors voilà, est-ce que les Français aiment ou pas leur banquier? C'était la question que je posais en ouverture. C'est plutôt oui, puisqu'on a vu que les banques avaient travaillé la relation client depuis longtemps. Banque et assurance, souvent ils font les deux métiers en même temps. Merci beaucoup, en tout cas, Tiffaine, d'avoir participé Merci à vous pour votre accueil. À nos débats. Merci Marc Vaujany pour le Crédit Mutuel Midi Atlantique. Merci beaucoup Christine Bardinet, Banque de France, de nous avoir aussi éclairé du côté superviseur. Alors vous retrouverez évidemment le replay de cette émission sur nos réseaux sociaux, notamment sur le compte LinkedIn Dépêche Éco dans les prochains jours. Il y aura également un compte rendu sur le web et sur le print dans le journal La Dépêche du Midi pour aller plus loin de cette conférence. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour un prochain Club Éco.